Bienvenue sur la chaîne Analyse à Influence. Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment passionnant, un rapport du Sénat français qui analyse en profondeur l'idéologie et l'influence des frères musulmans. On va s'appuyer sur ce rapport pour décrypter ensemble cette organisation, son histoire et son implantation en France. Et pour bien commencer, rien de mieux que cette citation du fondateur, Hassan al-Banna. Franchement, elle est percutante. Elle nous montre d'emblée la vision du mouvement. Un islam total, qui doit régir absolument tous les aspects de la vie, du plus intime au plus politique. Pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va remonter aux origines. Ensuite, on regardera comment la confrérie a essaimé en Europe. Puis, on fera un zoom sur son réseau en France. Et on terminera avec ce que le rapport considère comme le cœur du sujet, les fameux écosystèmes locaux. Allez, c'est parti. On commence par les fondations, les racines historiques et idéologiques de ce mouvement qui a presque 100 ans maintenant. Alors, quelques dates clés pour se repérer. Tout commence en 1928, en Égypte. Le mouvement est fondé par Hassan al-Banna, un instituteur qui n'a que 22 ans. Ensuite, grand saut dans les années 60. Les premiers membres arrivent en Europe. Et en France, il faut attendre 1983 pour voir la création d'une structure officielle, l'UOIF. Ici, on touche vraiment au cœur de l'idéologie des frères musulmans, l'intégralisme. C'est un concept essentiel à comprendre. Pour eux, l'islam n'est pas juste une foi privée, c'est un système total qui doit s'appliquer à tout. La politique, l'économie, la vie sociale, tout est lié. Et d'ailleurs, le rapport insiste bien sur une distinction importante. Les frères musulmans, eux, ont un projet qui est avant tout politique, un projet de société, alors que le salafisme se concentre sur la pratique religieuse, sur une pureté doctrinale très stricte. Ce sont deux chemins différents. Bon, maintenant, voyons comment cette confrérie s'est développée. Le rapport met en lumière un paradoxe assez étonnant dans son histoire récente. D'un côté, au Moyen-Orient, après les espoirs des printemps arabes, c'est un peu la douche froide pour eux. En Égypte, leur berceau historique, leur influence s'est effondrée après 2013 et la chute du président Morsi. Pareil en Tunisie plus récemment. Bref, c'est un vrai déclin dans leur région d'origine. Mais, de l'autre côté, en Europe, c'est l'exact opposé. Le mouvement a capitalisé sur une présence ancienne pour construire, pas à pas, un réseau d'influence très solide. Ce contraste entre le déclin là-bas et la consolidation ici est vraiment frappant. Et cette adaptation au contexte européen, elle a été pensée par des idéologues clés. On peut citer le très influent Youssef al-Qaradawi, qui a théorisé un droit des minorités musulmanes en Occident, et bien sûr Tariq Ramadan, qui a beaucoup popularisé l'idée d'un islam européen compatible avec la citoyenneté. Le rapport pointe aussi des figures plus discrètes, mais absolument centrales. C'est le cas d'Ibrahim Al-Zayat, présenté comme le grand argentier, le véritable chef d'orchestre financier et organisationnel du mouvement à l'échelle du continent. Alors, après ce panorama européen, on va maintenant zoomer sur la France, où l'organisation vitrine, c'est Musulmans de France, qui est le nouveau nom de l'UOIF. Pour se faire une idée de leur poids, le rapport a recensé pas moins de 139 lieux de culte qui leur sont liés. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Autour de ça, on trouve environ 280 associations qui gravitent dans leur orbite. C'est un maillage territorial quand même assez conséquent. D'après l'analyse du Sénat, leur stratégie repose sur un triptyque, 3 piliers. Premièrement, l'éducation, pour former la relève. Deuxièmement, l'action caritative, qui leur donne une vraie légitimité sociale. Et troisièmement, bien sûr, la prédication pour diffuser l'idéologie. Et ce pilier de l'éducation, il est vraiment central pour eux. Tenez-vous bien, leur réseau compte 21 établissements scolaires qui accueillent plus de 4200 élèves, et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Le rapport se penche sur des cas très concrets, comme le célèbre lycée Averroès à Lille. D'un côté, des résultats au bac excellents. De l'autre, des inquiétudes qui ont mené à la rupture de son contrat avec l'État. En cause, des soupçons sur des financements étrangers et la découverte de manuels jugés contraires aux valeurs républicaines. Un autre concept important, abordé par le rapport, c'est celui du double discours. L'idée, c'est qu'il y aurait une façade publique, modérée, rassurante, et un discours interne pour les fidèles qui serait, lui, beaucoup plus doctrinal, beaucoup plus intégraliste. On arrive maintenant à la partie que le rapport juge la plus cruciale. Comment toute cette structure nationale s'incarne-t-elle sur le terrain au niveau local? C'est là que tout se joue, vraiment. Le rapport parle d'écosystèmes locaux, très implantés dans des villes comme Lille, Lyon ou Marseille. Imaginez, une grande mosquée, une ou plusieurs écoles, des associations caritatives, des commerces, tout un réseau qui prend en charge la communauté du berceau à la tombe et qui crée un sentiment d'appartenance très fort.
Et on en vient à la thèse centrale du rapport. Finalement, le vrai défi, ce n'est pas tant un projet de prise de pouvoir au niveau national, c'est plutôt une influence locale très profonde qui, en promouvant des normes et des modes de vie séparés, pourrait à terme mettre à mal la cohésion sociale, le vivre ensemble. Ce qui nous laisse avec cette question de fond une question immense soulevée par l'analyse des sénateurs. Est-ce que cet islam politique qui prend racine localement, dans nos villes, est un défi pour l'unité du pays ? Le rapport pose le diagnostic et la question, elle, reste entièrement ouverte.